Blabla Foot, 21h, 22h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Blabla Foot. Blabla Foot, la seule radio où les chroniqueurs, c'est vous. Je suis très content de vous retrouver en direct pour cette deuxième édition du Café Crème. On le rappelle, le Café Crème, le concept évidemment, en 2 secondes, le Café Crème, c'est le seul débat d'idées 100% foot en France. Mais quelles idées? On vient d'apprendre que le FC Barcelone a augmenté son offre pour Neymar. Et bien ça, on n'en parlera pas du tout. Parce que ça, c'est des débats stériles et nous, c'est pas ce qu'on veut. On a des invités, on a également un petit problème, on l'expliquera dans un petit instant, mais d'abord, nous sommes en direct sur Blabla Foot, 21h, 22h, comme d'habitude, sur Twitter, Facebook et Instagram, avec le hashtag Blabla Foot, le hashtag Le Café Crème, ou encore en podcast sur Spotify tous les lendemains d'émission. Comme promis, messieurs, dames, ce début d'émission va être marqué par la présentation des invités. Et petit aparté de ma part, et voilà, il y a eu un malencontreux problème avec notre ami Didier Olé-Nicole, qui a des problèmes de connexion. Alors, dans ce temps-là de problèmes de connexion, on a fait rentrer un consultant qui a des diplômes d'entraîneur, mais c'est un consultant avant ça, c'est un consultant qui est habitué à Blabla Foot, c'est Alan Alanovic 76. Bonsoir Alan. Oui, bonsoir Mathias. Bonsoir. Bon, ben, ça me fait très plaisir que tu sois là. On est également très heureux d'accueillir, alors j'espère qu'il est avec nous quand même, c'est un acteur majeur des Girondins de Bordeaux. Il a connu les sommets, il est là depuis le début des années 2000, depuis le début des années 2000 entraîneur, passé par le FC Sion ou encore l'AS Nancy-Lorraine, il n'y a pas si longtemps que ça. Didier Tolo, bonsoir Didier, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir, oui, je suis bien là. Bonsoir Didier. Bon, pour ça, mais on va passer une superbe émission. Alan va nous présenter un petit peu ce qu'il a fait dans le foot et ce qu'il fait peut-être encore aujourd'hui. Didier Tolo, on ne le présente plus. Voilà, là-dessus, on est bon. Moi, je vous remercie d'être avec nous pour ce soir. On est parti pour 1 heure d'émission. Je règle un petit peu, les petits problèmes techniques. Mais je vous avais demandé, pour cette deuxième édition du Café Crème, de choisir un stade que vous appréciez. C'est la petite habitude que j'ai envie d'instaurer. Alors, Alan, tu n'étais pas au courant, mais tu peux quand même nous en faire part. On va commencer avec Didier Tolo, peut-être un stade suisse, ou alors peut-être même le stade Chabandelmas, on ne sait pas. Par rapport au coup de cœur, je vais prendre Chabandelmas. Chabandelmas, en 2 phrases. Pourquoi? Très simple. Parce que c'est certainement mon meilleur souvenir de joueur. Et si j'en avais un autre à prendre, je prendrais le stade de Liverpool, où en tant qu'entraîneur, c'est certainement le meilleur moment que j'ai vécu avec le FC Sion. Évidemment. Alan, en 2 phrases, pareil, oui. Le stade peut-être que tu affectionnes pour une raison particulière, n'importe lequel. Forcément, je vais dire le Parc des Princes par rapport au fait que, moi, je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain, bien sûr. Après, si je vais en citer un autre, c'est vrai qu'il y a quand même des stades en Europe qui sont vraiment sympas, mais je vais citer le stade de Charleroi. C'est très bête. Le stade de Charleroi. Dis-nous un petit peu son nom. Le stade du Pays de Charleroi, il s'appelle le stade du Pays de Charleroi désormais. Avant, il s'appelait le stade du Mambourg parce que il y a une vraie ferveur, une vraie ambiance et c'est un petit stade. Donc, ça fait un peu amateur dans le stade. Enfin, disons que c'est un stade de 16 000 places, je crois, donc ça fait petit stade. Mais il y a une bonne ambiance toujours et c'est vraiment sympa. Les supporters sont toujours très dynamiques. Alan, je te propose de te présenter un petit peu. Et alors, notre ami et un petit peu patron de tout ce blabla foot qui est Mohamed Dabo m'a dit que tu avais des diplômes d'entraîneur. Raconte-moi. Moi, j'ai eu des diplômes d'arbitre pendant 10 ans. J'étais arbitre. J'ai côtoyé beaucoup d'entraîneurs, notamment le frère de M. Batik, mais aussi d'autres. Et puis, j'ai été entraîneur 1 année pour une équipe réserve, mais voilà. C'est tout. J'ai très peu d'expérience, mais c'est vrai que c'est un métier qui est très, très différent que le métier de joueur ou encore le métier d'arbitre.
entre C'est guillemets. un métier passionnant. Alors, en ce début d'émission, on va parler un petit peu du métier d'entraîneur. Et surtout aussi, on en avait parlé la semaine dernière, de la préparation d'avant-saison. Alors, donc évidemment, on en avait peut-être déjà parlé, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de parler de cette prépa parce que c'est quelque chose dont chaque entraîneur a un petit peu ses petites techniques, sa petite version de sa prépa, voilà. Et avant de débuter sur ce terrain, j'aimerais qu'on partage quelque chose entre nous. C'est un petit peu notre vision du travail de technicien, du coup. Et je propose à Didier Tolo de commencer. Mais il est vrai que c'est un peu vague comme question. Alors, sur le terrain de la vision d'un entraîneur en général, finalement, pas en préparation. Oui, non, ça, ce sera le sujet dont on abordera après. Vous nous expliquerez un petit peu votre prépa type. Mais d'abord, donnez-moi votre définition du métier d'entraîneur. Pour moi, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui doit fédérer autour d'un groupe de joueurs, qui doit sortir le maximum des qualités des joueurs, arriver à faire que des qualités individuelles de chaque individu au sein du groupe arrivent à faire une identité collective. Voilà, c'est de tirer le maximum des joueurs et c'est surtout c'est un métier alors qui est à la fois passionnant, qui est à la fois difficile, mais où la relation humaine est aussi très importante Oui. parce que vous arrivez à tirer 100% de votre groupe quand vous arrivez à connaître chacun des hommes qui sont dans votre effectif. Donc oui, les qualités footballistiques sont très importantes. Un entraîneur, c'est les joueurs qui le font, c'est les joueurs qui le mettent en valeur. Mais il faut avoir une relation particulière avec, voilà, c'est être juste avec tout le monde et puis essayer d'amener tout le monde le plus haut possible. Il y a une barrière à pas franchir, ça veut dire que vous êtes le boss, ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir les joueurs avec vous, mais il y a une frontière à pas franchir, c'est que eux ils sont joueurs et vous êtes le boss. Oui, et on va y revenir aussi un petit peu là-dessus. On reviendra aussi sur la notion de confiance un petit peu dans ce métier. C'est quelque chose dont on aborde souvent confiance, compétence, on ne sait plus trop choisir. Moi, je te propose, Alan, de déjà peut-être réagir aux propos de coach Didier Tolo et aussi peut-être de toi de nous donner ta vision du métier d'entraîneur. C'est toujours très intéressant. Écoute, je pense que tu as tout dit, si je me permets de te tutoyer, Didier. Ouais, bien sûr. Donc, je pense que tu as tout dit. Après, on sait que l'entraîneur, bien souvent, il a une vision de comment son équipe veut jouer, mais il a aussi des joueurs avec un certain profil qui ne rentrent pas toujours très, très bien dans la vision. Donc, il y a aussi une certaine flexibilité à avoir pour pouvoir, entre guillemets, adapter sa vision du foot par rapport aussi au profil du joueur qui est à disposition. Mais c'est exactement ça. Voilà. Et effectivement, il y a une relation humaine très importante. Chaque joueur se gère peut-être d'une manière différente et il faut pouvoir réussir un petit peu à jongler entre les différents styles de management tout en sachant qu'effectivement, Didier, tu as raison, l'entraîneur reste le boss. Mais ça me fait sourire quand j'entends aussi des entraîneurs ou des gens de l'extérieur dire voilà, aujourd'hui, moi, je suis un adepte de jouer à 4 défenseurs, à 4 milieux, avec un bloc bas, avec un bloc haut. On a une vision du football. Moi, j'aime jouer au football, mais je ne peux pas jouer avec un bloc bas si je n'ai pas de joueurs de vitesse dans mon effectif. Je ne peux pas jouer avec un bloc haut si je n'ai pas de joueurs techniques dans mon effectif. Donc, on est obligé de s'adapter aux joueurs et aux qualités de joueurs qu'on a dans l'effectif. Parce que même si vous prenez un club, vous pouvez changer 3 voire 4 joueurs parce que vous allez les recruter et ils vont apporter de la plus-value. Mais autrement, le reste, vous êtes obligé en permanence de vous adapter aux joueurs que vous avez. Très bien. C'est très intéressant aussi la question de s'adapter ou alors d'imposer sa tactique, sa vision du foot. On a bien compris aussi avec Jean-Marc Nobilo qui était présent la semaine dernière. Il adoptait également ce point de vue, Jean-Marc. Et peut-être s'il nous écoute, on l'embrasse d'ici. Du coup, moi, il y a quelque chose aussi sur lequel j'aimerais bien revenir. On va aussi reparler tout à l'heure de la notion de s'imposer
etc. Mais il y a aussi la notion de confiance. Et on entend beaucoup dans le métier entraîneur que la chose la plus importante, c'est soi-disant la confiance. Moi, j'en reviens sur une interview de Zinedine Zidane qui nous disait qu'il avait énormément de mal à faire ce rapport-là. Par exemple, quand il crée son staff, quand il modulait son staff, il avait au départ l'habitude de faire confiance un petit peu à ses amis, à des gens qui ne le trahiront pas, un petit peu ces notions-là. Et on apprend également que pour progresser, il faut savoir se détacher de ça et parler plutôt compétences. Est-ce que, coach Didier Tolo, à quel moment à peu près vous avez pris conscience de ça? Ouais, c'est très tôt. Très tôt parce que la confiance est importante, la confiance dans son staff est importante. Je dirais même qu'elle est plus importante sur certains postes comme celle d'adjoint ou de préparateur physique. Elle est plus importante finalement que la compétence. Parce qu'aujourd'hui, une discussion que vous avez avec un groupe, pour moi, un staff doit avoir une seule voix. À partir du moment où il n'y a pas une seule voix, c'est là où il commence à avoir des problèmes. Mais moi, j'ai toujours eu, je pense qu'il faut aussi ne pas avoir peur de son ombre. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans un club, vous avez vos idées, vous avez vos compétences, vous avez votre direction à donner. Et c'est pas parce que vous laissez un peu plus de liberté à un entraîneur adjoint, un préparateur physique, qu'on va vous piquer la place. Je veux dire, quand tu es entraîneur, tu sais très bien que tu vas sauter à un moment donné, tu sais très bien que tu vas avoir des résultats, des moments où tu vas en avoir moins. Mais si tu as peur, tu es déjà dans une relation qui est pas très saine. Oui, évidemment, on l'a bien compris. Alan, un petit mot sur les propos de Tolo, peut-être? Pour résumer ce que disait Didier, c'est que la principale des choses, c'est d'avoir d'abord confiance en soi. C'est le plus important, c'est-à-dire bien confiance en ses idées, confiance de là où on veut aller pour pouvoir fédérer Oui, mais l'équipe. alors, attends, moi, je vais te couper, excuse-moi, mais avoir confiance en ses idées, c'est peut-être surtout, est-ce que ça voudrait pas dire s'imposer, du coup, et pas savoir s'adapter, pas apprendre à s'adapter? Non, mais il y a deux choses. Ça veut dire qu'avoir confiance en soi et avoir confiance en ses idées, ça ne veut pas dire forcément ne pas s'adapter. Moi, j'ai dit qu'on s'adaptait à la qualité des joueurs. Mon mode de management, il m'est propre à moi. Je peux laisser toutes mes séances d'entraînement à un autre. Il n'aura pas la même façon de parler, il n'aura pas la même façon de conduire la séance, il n'aura pas la même façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, je dis simplement, moi j'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière d'entraîneur, mais j'ai aussi fait le choix d'arrêter dans certains clubs. Ça veut dire que je ne suis pas un béni oui qui va dire oui à tous les présidents. Si je dois arrêter, je dois arrêter. Alors oui, ça veut dire que… Mais on a un caractère, on a une ligne de conduite. Et voilà, mais les joueurs doivent s'adapter à ce qu'on veut. Mais on n'est pas, nous, entraîneurs, on n'est pas obligé de s'adapter à tous les présidents ou à toutes les personnes qui sont autour. Oui, ouais, évidemment, je comprends bien. Dans l'idée de s'adapter, c'est aussi s'adapter à l'environnement, s'adapter aux gens au-dessus de soi. Je t'avais coupé, Alan, pardon, tu peux reprendre si jamais. Non, je pense que c'est bien résumé. C'est voilà, avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire imposer ses idées coûte que coûte, sans prendre en considération effectivement les qualités de son effectif. Voilà. On a entendu du coup à vous deux un petit peu la définition du métier d'entraîneur. Avant de se centrer un peu plus sur des sujets de fond, moi, après avoir entendu ça, j'aimerais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous définiriez vous en tant qu'entraîneur? Quel entraîneur vous êtes devenu finalement? Je laisse commencer, Didier. Je suis devenu un entraîneur qui doit s'adapter à la nouvelle mentalité des jeunes. Ça veut dire on sait qu'on doit être rigoureux, on sait qu'on doit être strict, mais on sait qu'on doit discuter, on sait qu'on doit aussi… L'important aujourd'hui, c'est que à partir du moment où on a un projet de jeu, où on a un projet bien défini, c'est de le faire valider. C'est-à-dire que finalement, il faut que ce projet, à un moment donné, devienne celui des joueurs. Et l'important, c'est de pouvoir le faire, c'est d'avoir les mots pour que ce projet-là, c'est vous qui en avez l'initiative.
mais c'est les joueurs qui le reprennent en main. Ok, c'est très intéressant parce que c'est aussi l'idée de la communication et tout ça qui passe par les jeunes. Bon, très bien, c'est très bien. C'était un petit peu l'intro, voilà, histoire d'apprendre un petit peu plus à vous connaître. On va rentrer du coup désormais dans le vif du sujet. C'est en ce moment le dur moment de la préparation d'avant-saison. Et on est sur, voilà, hein, on est sur des matchs amicaux à l'autre bout de la France pour chaque entraîneur. C'est un moment un petit peu charnière d'une saison. Et vous savez quoi, on va un petit peu changer de principe. Didier Tolo, vous n'allez pas nous expliquer à nous, mais vous allez expliquer à Alan quelle est, selon vous, un petit peu la meilleure préparation d'avant-saison possible, mais surtout quelles sont, vous, vos méthodes. Et peut-être qu'Alan peut-être réagira là-dessus et expliquera lui aussi quelles sont ses méthodes et quelles sont les méthodes qu'il aurait choisies, lui, peut-être dans ce cas-là. Je vous propose de commencer, Didier Tolo. Ouais. Voilà. Alors, je pense qu'il y a 3 axes. Il y a un axe physique, donc c'est de faire une préparation pour être prêt. Alors, ça dépend du niveau de compétition que l'on va aborder. Si on est à une compétition uniquement championnat français, sans Coupe d'Europe, sans rien du tout, ben, on va faire une préparation pour être prêt le plus tôt possible. Donc, c'est être à la limite physiquement, finalement, de la casse et d'être prêt pour le premier match. Ouais. Si on doit jouer la Coupe d'Europe et qu'on a de nombreux matchs, ben, c'est de se dire bon, finalement, on va sacrifier une petite partie de la début saison en étant un petit peu émoussé parce qu'on sait que la Coupe d'Europe, eh ben, elle va se jouer un peu plus tard et qu'il faudra qu'on soit prêt à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier axe physique. Le deuxième axe, il est tactique, c'est-à-dire de mettre ses idées en place, son système de jeu, son cadre finalement pour jouer au football. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un match en n'ayant qu'à ce système. Donc, c'est de se dire, de préparer son équipe à pouvoir changer peut-être en cours de match, à avoir 1, 2, voire 3 systèmes suivant des scénarios de match. Parce que c'est un scénario, on peut avoir un scénario positif, on peut avoir un scénario négatif, on peut avoir plein de choses, de blessures, et d'anticiper son groupe là par rapport à ça. Et ouais, et du coup, plus dans les détails, hein, on est un petit peu là, un petit peu là pour ça. Comment ça se joue, ça justement dans la prépa? Est-ce qu'il y a des méthodes particulières pour travailler c'est un petit peu bête comme question, mais est-ce qu'il y a des méthodes particulières? Expliquez-nous pour travailler différentes tactiques, les transitions offensives, défensives, pour essayer de consolider tout ça. Il y a des répétitions à faire, il y a des schémas de derrière où il y a des starters qui sont mis en place par rapport à une sortie d'un défenseur axial, par rapport à une montée d'un latéral, par rapport à une récupération basse et une transition rapide. Donc, il y a plein de schémas qui sont répétés à l'entraînement. Il y a un bloc équipe qui est mis en place par rapport voilà, moi j'ai une séance qui dure 15 minutes en début de prépa pendant une semaine où finalement par rapport à des mannequins qui sont en face et positionnés, donc le ballon voyage, voilà, et dès qu'on sait que le latéral gauche par exemple adverse touche le ballon, toute mon équipe bascule et va au pressing. Donc ça, c'est des trucs qu'on travaille en préparation. Ok. Est-ce que vous faites travailler au ballon un petit peu dans la prépa d'avant-saison? Ou alors c'est vraiment une prépa italienne? Non. Je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir le ballon. Donc, ça veut dire qu'on peut, la majorité de mes séances physiques sont faites avec le ballon, même si je pense et je suis convaincu que à un moment donné, il faut faire des séances purement physiques, sans ballon, parce qu'on travaille autre chose. On travaille et le physique et le mental. Donc ça, c'est important de savoir souffrir à un moment donné avec le ballon et de souffrir sans ballon. Ok. Mais il y a un troisième axe qui est très important aussi. Là, j'en ai donné 2. Le troisième axe, c'est pendant cette préparation, c'est de pouvoir créer un groupe, créer une équipe, créer un groupe solidaire. Donc, ça passe aussi pendant cette préparation par des choses qui sont
en dehors du football, qui sont des moments conviviaux, des moments où on fait autre chose que le football, où on essaye, je veux dire on fait du canoë-kayak, on fait Ouais, autre ouais. chose, mais tout en étant, voilà, le but, c'est de mettre, par exemple, s'il y a un canoë-kayak à 3 places, c'est de mettre les 3 milieux de terrain, de mettre les 3 attaquants, voilà, de créer des Mhm. complicités qui vont forcément être importantes pour l'entraînement et pour les matchs. Mais c'est amusant ça, parce que justement, Jean-Marc Nobilo nous racontait un petit peu il y a de ça 2 semaines, qu'il faisait la même chose. Et beaucoup d'entraîneurs font ça. Voilà, c'est d'autres sports aussi, du Mmh. basket par exemple. Bon, la natation non, peut-être pas. Mais si, la natation, c'est possible? Pas Petite question. forcément. Pas Après, il y a du forcément. kart, il y a aussi travailler Ouais, le physique avec la course et le vélo oui, du vélo sur par un jeu de exemple. piste, où finalement il y a de la compète, mais il y a de la compète par petits groupes, par Ouais. entraide. Voilà, moi je me souviens qu'à Libourne, quand j'avais fait une préparation, on n'avait pas beaucoup de moyens, on était parti, on était fait du vélo, et au bout de 10 kilomètres, on s'est aperçu qu'on en avait perdu un parce qu'il avait crevé et que personne n'avait rien dit. Ben, j'ai fait Ah bah et là c'est non, mais mauvais pour voilà, le coup pour. mais on a insisté sur ces moments-là. Donc, on est tous revenus en arrière pour chercher le mec qui avait crevé. Et puis finalement, après, dès qu'il y avait un petit pépin, tout le monde gueulait en disant oh, stop, stop, stop. Voilà, on arrive à créer ces moments-là et c'est en préparation qu'on arrive à les créer. Ah, mais c'est excellent, ça, c'est une très bonne anecdote, ça, dis donc. Ouais. Alan, toi, par exemple, là, je sais pas si t'as un petit peu cette expérience-là, si tu es capable de répondre à la question, mais est-ce que toi, tu serais partisan de la méthode, voilà, peut-être une méthode à l'italienne aussi, hein, une reprise Ouais. sans ballon, vraiment de la course, du physique quel style de coach tu serais Bah, ou quel style de coach tu après, étais? moi j'ai dit que le football, c'est pas un sport de marathonien, hein, clairement. C'est un sport où il y a plus de courses courtes, mais à haute intensité. Donc, pour la reprise, effectivement, il y a toujours du fond à faire, mais je pense qu'il ne faut pas trop en abuser. Il faut aussi savoir faire de la préparation physique avec ballon, peut-être en faisant des petits jeux très dynamiques, avec un peu avec de l'explosivité, pour pouvoir aussi travailler ça. Après, là où Ouais. je suis d'accord avec Didier, c'est qu'effectivement, il faut aussi travailler la cohésion d'équipe, la cohésion de groupe. Bon, nous, dans notre petit club amateur, on aime bien faire des parties de poker. Mais ça nous permet, Ah oui. et ça permet, et c'est intéressant parce que ça permet de voir aussi quel joueur, quel personnage, quel joueur est, je veux dire, plus fort face à la pression. Parce Mais que, voilà, non, mais c'est vrai. non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, ce qui est plus dur, quand je dis qu'il faut s'adapter au jeu avec son temps, c'est qu'aujourd'hui, on a un ennemi en face, c'est la PlayStation voilà, où chacun est dans son monde finalement. Donc, il faut arriver à pouvoir s'adapter, ne pas tout supprimer, mais de s'adapter finalement à la jeunesse de maintenant. Bah ouais, on les a tous, hein, les images dans la tête de Clairefontaine Ouais. il y a il y a de ça 30 ans, c'était ping-pong et baby-foot. Maintenant, c'est tous dans les chambres et puis sur Mais FIFA. c'est pour ça qu'il Bon, faut s'adapter à des moments où finalement le joueur doit avoir ses moments personnels et oui. finalement ou des moments où leur faire comprendre que c'est le collectif qui est important. Donc ça passe par des petits repas, par des petits jeux en fin d'entraînement, Ouais. en fin de préparation. Voilà, donc on essaie de créer ça vraiment par ça. Et c'est ça qui est aussi passionnant, je trouve, dans le métier d'entraîneur, c'est que parfois, c'est aussi un métier qui nous fait dépasser les fonctions primaires qu'on peut avoir dans la tête. Et sur les jeunes, on y reviendra, hein, c'est le prochain sujet. Mais on va retourner un petit peu dans la prépa, on s'était un petit peu écarté, mais parce que la prépa, c'est du coup l'occasion de moduler aussi un petit peu cet effectif, cette tactique. Juste comme ça, vous avez un petit peu des systèmes préférentiels, Didier Tolo? Ouais, moi j'aime bien le 4-2-3-1, mais voilà, un 4-2-3-1 où finalement tu es 3, voire 4 joueurs offensifs, un peu moins l'attaquant de pointe, mais les 3 joueurs offensifs puissent permuter. Et, voilà, l'essentiel, c'est pas de dire voilà, j'ai un numéro 10, j'ai un excentré gauche, j'ai un excentré droit,
C'est de dire que, voilà, ok, ils ont des qualités, mais le plus important, c'est finalement quand tu as perdu le ballon. Quand tu as perdu le ballon, c'est de pouvoir le récupérer le plus vite possible. Et je pense que si tu as un milieu gauche qui a fait un appel dans l'axe et que ton 10, il a fait un appel sur le côté gauche, le replacement, il est plus vite fait de se replacer côté gauche et numéro 10 que de remettre tout le monde dans ses positions. Voilà, c'est une question d'être le plus pragmatique possible en essayant de faire le moins d'efforts possible en étant le plus performant possible. C'est très bien résumé. Alan, dans Ouais. un club Ouais. amateur, voilà, un système préférentiel comme ça. Souvent les clubs amateurs, dans mon club, on jouait plutôt en 4-3-3, mais après le 4-3-3 traditionnel à la mode Giroud, à savoir avec deux milieux qui sont quand même bien excentrés. Après, le souci de ça, c'est qu'il faut des joueurs qui soient très forts physiquement. Donc, moi, je préfère à la rigueur un bon 4-4-2 à plat. C'est plus sécurisant, en tout cas à la perte du ballon, qu'un 4-3-3 comme ça, très offensif. Ben, explique-nous peut-être un petit peu pourquoi justement un 4-3-3 est peut-être plus physique qu'un 4-4-2. Explique-nous un petit peu. Déjà, il y a moins de densité au milieu, donc forcément, il faut beaucoup plus de soutien sur les milieux qui sont sur les côtés et des attaquants qui doivent redescendre aussi. À l'inverse du 4-4-2 où il y a peut-être les deux milieux de terrain qui restent un peu plus défensifs, ça permet à un troisième de redescendre et d'avoir déjà un bloc plus dense et d'avoir peut-être un déplacement des trois milieux, je veux dire, ensemble. Et ça permet vraiment d'avoir moins d'efforts défensifs à faire, surtout au niveau des attaquants. Bon, après, c'est une vision amateur que j'ai, bien sûr. J'ai pas la vision que Didier peut avoir, surtout que lui, il a été. Oui, mais elle est assez bonne parce que, je veux dire, quand je disais tout à l'heure qu'on devait travailler plusieurs systèmes, vous pouvez prendre des images arrêtées de match. Ça veut dire que pendant 2 ou 3 minutes, vous allez être forcément en 4-3-3. Pendant 2-3 minutes, vous allez être en 4-4-2. Ouais. Pendant 2 minutes, vous allez être en 4-2-3-1. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler ces systèmes-là parce que forcément, à un moment du match, que si vous dominez en pressing, vous êtes forcément, même si vous jouez en 4-2-3-1, vous allez plutôt être en 4-4-2. Si vous êtes dominé, vous allez plutôt être en 4-3-3 parce qu'il y a un joueur qui doit redescendre. Donc, voilà, c'est de faire sentir à ces joueurs-là que c'est un équilibre d'équipe. Ce n'est pas forcément un système en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 ou en 4-4-2. Ouais. C'est l'équilibre d'équipe qui est important. Voilà. Très bien. Oui, je te laisse, Alan. Oui, donc du coup, c'est pour ça que la cohésion est importante, parce que la cohésion fera forcément la solidarité sur le terrain. Plus il y a de cohésion, plus les joueurs sont solidaires, plus il y aura d'efforts des uns pour les autres. Et ça, c'est très important. Est-ce que, messieurs, le plus difficile est de penser à une tactique ou alors de la faire assimiler à ses joueurs? Le plus dur, c'est de trouver la tactique pour gagner un match. Parce que aujourd'hui, on est tous là quand on est entraîneur. C'est pas de se dire aujourd'hui. Moi, dans mon esprit, c'est quand on visionne forcément l'adversaire, que ce soit quel que soit l'adversaire. Pour moi, c'est pas de m'adapter à l'adversaire et de se dire finalement je vais essayer de le contrer, mais c'est quand je fais un montage vidéo en début, c'est de dire voilà, aujourd'hui, je veux appuyer sur les points faibles de l'adversaire. C'est de mettre en place quelque chose dans la semaine où on met quelque chose en place, où on sait qu'on va forcément perturber l'adversaire. Ok, et donc c'est un travail vraiment chaque semaine où c'est un travail différent chaque semaine qui est basé donc sur les points faibles de l'adversaire en consolidant les bases de sa tactique. Voilà, c'est avoir son système de jeu, mais de se dire aujourd'hui, c'est complètement différent si on va jouer contre un bloc bas on sait que cette équipe-là va venir que pour défendre, c'est de trouver les petits intervalles, c'est de trouver, contre une équipe qui va venir vous presser, c'est de trouver l'attaque rapide au bon moment. C'est de trouver, d'appuyer sur les points faibles de l'adversaire pour pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, un match, on sait très bien qu'il se débloque sur une ou deux actions individuelles ou une ou deux actions collectives. À partir du moment où vous avez pris l'ascendant sur l'adversaire,
eh ben, votre match, il devient plus facile quand même. Oui. Alan, Oui. peut-être comment est-ce qu'on prépare en amateur des rencontres C'est très complexe déjà parce qu'on n'a pas toujours la même équipe, on n'a pas toujours les mêmes joueurs à disposition, il y a des joueurs qui sont absents, des joueurs qui sont malades. Donc il faut un petit peu essayer de s'adapter en déplaçant des joueurs d'un poste à l'autre. Alors forcément, quand on déplace un joueur d'un poste à l'autre, on fragilise un petit peu son équipe. Et donc, il faut avoir la capacité à s'adapter peut-être en cours de match. Si jamais, Alan, effectivement, je Oui, te coupe un petit instant, excuse-moi. Tu es peut-être un petit peu près de ton micro. Oui. Ça fait des petits grésillements. D'accord. Juste reculer de quelques petits centimètres. Ok. Ce sera peut-être plus audible. Désolé de t'avoir coupé. Tu peux reprendre. Donc, en fait, oui, il faut essayer quand amateur, il faut vraiment s'adapter en cours de match parce que quand on déplace des joueurs d'un poste à un autre pour pouvoir compenser les absences, c'est pas toujours évident et puis on peut se retrouver en difficulté rapidement dans le match. Donc, il faut s'adapter, même peut-être parfois changer la tactique pour peut-être, comme je disais, densifier un secteur de jeu plus par rapport à un autre. Donc, c'est pas évident et il faut bien connaître ses joueurs, bien connaître la polyvalence. Et voilà. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour le monde amateur, et notamment pour tous les entraîneurs et les éducateurs qui sont dans le monde d'amateur, parce que vous avez aussi une problématique qui est complètement différente, c'est que ce n'est pas leur métier principal. Donc, ça veut dire qu'il y a un métier derrière, il faut en tenir compte. Il faut aussi tenir compte que les gars, ils ont un peu envie de décompresser, donc vous pouvez arriver des moments et de s'adapter à la problématique de l'emploi, des vacances et de tout ça. Et je trouve que c'est encore beaucoup plus ingrat que par rapport à nous, où on est entraîneur professionnel et finalement, on a des joueurs pros qui font que ça. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas content, vous pouvez leur dire, mais attendez, c'est ton métier, tu ne fais pas le nécessaire. Donc maintenant, quelque part, tu vas payer, tu vas te mettre sur le banc ou tu vas mettre dans la tribune. Mais c'est plus compliqué dans un monde amateur parce que vous savez qu'il y a autre chose derrière. Donc il faut être encore plus psychologue, il faut être encore plus attentif, il faut encore trouver des ressources. Donc j'ai aussi beaucoup de respect pour tous les éducateurs qui sont dans le monde amateur. Et puis, il y a aussi l'idée que il y a peut-être moins de travail aussi avant les matchs sur l'autre équipe. On n'a peut-être pas tous les rapports, évidemment. Clairement. Et donc, j'imagine, Alan, que c'est plus un travail sur soi-même, sur son équipe. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est toute l'année autour d'un travail sans vraiment penser au match d'après. Explique-nous un petit peu, peut-être. Déjà, on regarde le classement, on regarde un petit peu les résultats que l'équipe adverse a pu faire contre les autres adversaires. On essaie de comparer avec nos propres résultats. Ça se dit au résultat, quoi. C'est que comme ça que ça va jouer. On peut connaître, parce que c'est vrai que dans les championnats amateurs, ce sont des équipes locales qui sont proches de nous. Donc, c'est quand même, on connaît les joueurs adverses, certains joueurs adverses. Donc, on connaît parfois les forces qui sont dans l'équipe adverse. Mais je crois que le principal, c'est surtout de connaître ses forces, de bien de se reposer sur les individualités fortes de l'équipe ou les personnalités fortes de l'équipe pour pouvoir essayer de gagner ce match, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations. Dans le monde amateur, on est plus sur les forces, à se reposer sur les forces de l'équipe plutôt que sur le collectif. Disons que oui, c'est que le collectif, ça peut être une force de l'équipe. Ce que je veux dire. Après, comme je disais, c'est qu'on n'a pas toujours la même 11 et il y a quand même des joueurs qui sont parfois au-dessus du lot dans l'équipe. Il faut pas se le cacher et c'est sur ces joueurs-là qu'il faut se baser. Principalement pour un petit peu porter l'équipe. Bien évidemment que l'équipe elle est construite dans un but collectif. Mais après, c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont importants. Mais bon, que ce soit dans le monde amateur ou dans le monde professionnel, on dit qu'un collectif vous fait gagner et les individualités vous fait avoir des titres. C'est ça. Oui. Bon, après, il y a beaucoup d'exemples aussi où le collectif fait que, l'équipe ne. Je suis désolé, mais je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, quoi. Enfin, c'est le plus simple. Mais bon, ce qui pêche depuis un bon bout de temps, c'est collectivement, c'est qu'il manque, il manque beaucoup de choses. C'est sûr. C'est ce que je viens de dire. Alors qu'individuel. Je viens de dire qu'un collectif vous permet de gagner des matchs. Ah oui, pardon. Très bien. Mais les individualités ajoutées au collectif, pas séparées, les individualités ajoutées au collectif vous fait avoir des titres. Ok, j'avais compris l'inverse. Quand je regarde le PSG, je veux dire, ça veut dire qu'ils ont des individualités. Eux, c'est un peu particulier parce qu'ils ont des individualités qui leur fait gagner les matchs, ça. Mais quand vous n'avez pas
l'osmose des deux, vous n'avez pas de titre. Très bien. Ok, Ouais. je prends une petite minute pour rappeler aux auditeurs que voilà, si vous voulez rentrer un petit peu dans le débat et pour faire rentrer aussi Mohamed, voilà, il va rentrer tout de suite, Mohamed Dabo, pour rappeler aux auditeurs donc que vous pouvez évidemment rentrer dans le débat. On est dans la deuxième demi-heure, c'est le moment où voilà, vous pouvez venir poser vos questions. Nous, on va continuer le débat et au fil des petits nouveaux qui vont arriver, bah, on va continuer là-dessus. On a accueilli Mohamed Dabo. Mohamed, bonsoir. Oui, salut les amis. Bonsoir. Salut, Bonsoir, salut Mohamed. Mohamed. Alors Mohamed, Oui. pour Didier Tolo, c'est un petit peu le patron, hein. C'est un peu le Bon, boss. arrête, je suis pas le patron. Je suis le mec qui est derrière la Non. console, parfois. Oui, voilà. Bon, bah, c'est notre patron. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, Mohamed, tu es rentré donc. Est-ce que tu as déjà des petites questions, des petites interrogations à poser à notre ami Didier Tolo ou alors à Alan? Oui, alors en fait, moi je suis rentré. Franchement, le débat, je l'écoute depuis tout à l'heure, il est génial. Et pour information, hein, comme deux fois on a quelques soucis, je vous garantis qu'on a zéro souci d'audition. Tout est nickel chrome. Déjà, ça, c'est la première chose. Et Didier, bah, salut Didier. Salut. Salut Alan. Alan, on se connaît, hein, on se croise pas mal sur Blabla Foot. Didier, moi je suis rentré pas pour te questionner sur la tactique hein, ni sur la philosophie de jeu. C'est juste, j'avais une interrogation, enfin une curiosité. Je sais que tu as joué avec à la grande époque Ouais. des Girondins de Bordeaux, avec Zidane, avec Lizarazu et compagnie. Moi, je Ouais. voulais juste te poser une question sur Zidane, puisque bien évidemment, beaucoup de gens l'adulent quand même. Qu'est-ce que tu en as pensé d'avoir joué avec lui? Est-ce que ce qu'on pense, nous, derrière notre écran de télévision de Zidane quand on le voit jouer, est-ce que tu ressens la même chose en jouant avec lui sur le terrain? Oui, oui. Alors, ouais, sur le terrain, bien sûr, parce que j'ai joué 2 ans avec lui. Voilà, c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'on voyait toutes les qualités, même si je pense qu'il a beaucoup après pris à la Juve quand il est, notamment sur le plan physique où il a passé un palier, mais techniquement, dans la vision du jeu, voilà. Et, et bon, et après, je vais être comme tout le monde. Ça veut dire que moi, j'aurais pas mis une pièce sur Zizou entraîneur. Mais je pense que c'est un mec intelligent, c'est un mec humble, c'est un mec, pour moi, une star. C'est une star quand elle est star sur le terrain et qu'elle est abordable en dehors du terrain. Et il l'est lui. Et je pense qu'il avait tout compris après quand il a fini sa carrière, c'est-à-dire qu'il a pris le temps. Il a été avec la réserve du Real de Madrid, il a regardé, il a passé ses diplômes à Limoges. Voilà, donc il n'a pas été pressé. Et aujourd'hui, voilà, je suis plus heureux parce que c'est un mec génial. Moi, je me rappelle euh, de quelque chose qu'avait dit, tu as joué avec lui aussi, hein, Dugarry. Donc, c'était vraiment la grande époque de Bordeaux, hein. Moi, j'aimais beaucoup l'équipe de Bordeaux à cette époque-là. C'est le moment où, justement, vous éliminez le Grand Milan. Et je crois que c'est toi qui Ouais, marques le premier but hein, au match ouais, retour, c'est c'est ça. ça? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. On perd Et 2-0 à Milan, on gagne 3-0 à la maison. 3-0. Quel Et match. c'est marrant parce que moi, j'étais tout jeune à l'époque. Hein, et j'avais un ami, c'est incroyable. Comme quoi, toi, il y a des choses qui marquent, il y a des matchs qui marquent. Hein. Il y avait un ami, on était très, très jeunes, hein, et qui nous disait oui, mais justement, Bordeaux, au match aller, vous avez perdu 2-0. Et avant le retour, il dit mais justement, le 2-0 de l'extérieur, alors qu'on était très jeunes, il dit c'est le résultat parfait, c'est ce qui va nous permettre de gagner au retour. Et effectivement, il avait raison. Et je vais te poser une question aussi. Bon, sur Zidane, d'accord. Est-ce que finalement, Dugarry avec qui tu as joué, Dugarry qui dit que finalement, arrivé au début de leur carrière, lui et Zidane, ils avaient à peu près le même niveau technique, voire il était un peu supérieur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, avant que Zidane explose effectivement à la Juve? Est-ce qu'avant qu'il parte à la Juve, est-ce que tu trouvais que finalement c'était un joueur peut-être qui était moyen, voire au même niveau comment on appelle, un certain Dugarry à l'époque? Est-ce que ça se vérifie ça sur le terrain, toi en tant que joueur? Non, Zizou était largement au-dessus. C'est pas ça va faire injure à Dugas, mais Zizou était quelque chose techniquement capable, avec une particularité physique, c'est qu'il était capable d'aller chercher un ballon à 1,50 m du sol avec sa souplesse de hanche, tout ça, et d'être techniquement au-dessus.
Dugas était plus, même si techniquement c'était pas mal, était plus dans un combat par rapport à ça que Zizou. Il y avait une grosse différence. D'accord. Oui. Mohamed, on a bien entendu Excuse-moi. tes questions. Je te propose de rester, Oui. rester, Oui, bien avec sûr. nous pour le reste du débat. Et bien voilà. Donc on avait parlé des forces avant l'entrée de Mohamed, donc des forces un petit peu d'une équipe. Mais on va revenir surtout. Ah non, oui, pardon, j'avais une question avant. J'avais une belle question surtout. Je voulais savoir, est-ce que vous, alors Alan aussi, hein, Oui. ça, c'est aussi pour toi. Est-ce que vous avez déjà été face à un joueur avec des qualités mais indéniables, mais que vous n'arrivez pas à mettre dans de bonnes conditions finalement? En amateur, c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont plus, je vais dire, qui sont plus pour ceux qui ont vraiment des joueurs qui sont au-dessus du lot, quoi. Parce que franchement, Oui, c'est très compliqué. Mais bah, du coup, dans le monde amateur, si je comprends bien, on a bien compris que si tu avais un joueur avec des qualités voilà, indéniables, il était forcément sur le voilà, terrain. c'est ça. Voilà, Après, c'est ça. bon, j'étais aussi, mon frère, il coachait une équipe de U15 et j'étais un petit peu avec lui la semaine. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient quand même très forts. Donc, après, pour les mettre en bonne condition, bah, il faut surtout leur donner la confiance et surtout ne pas les brider sur le terrain, c'est-à-dire les laisser exprimer leur qualité sans forcément remettre en cause leur choix sur le terrain. En tout cas, pas sur le terrain. Oui. On peut en discuter en dehors du terrain, mais sur le terrain, ne jamais remettre en cause de leur choix, surtout les attaquants, pour éviter de les faire douter et de façon à ce qu'ils gardent toujours un maximum de confiance. Didier Tolo, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça vous est déjà arrivé, ça, cette situation, d'être face à un joueur avec des qualités, mais que vous n'arrivez à mettre dans aucun système, voilà, pour des raisons physiques, enfin des raisons sportives ou alors mentales peut-être? Bah oui, plein de fois. Plein de fois, ça serait mentir de dire qu'on est arrivé à tirer 100% de chaque joueur qu'on a eu dans l'effectif. Parce qu'il y a un problème. Le physique, c'est bien, la technique, c'est bien, mais d'être à l'intérieur de la tête du joueur, ça devient plus difficile. Complètement. Et vous avez des joueurs qui sont mentalement plus faibles que d'autres. Vous avez des joueurs qui sont qui réalisent pas que le football et être footballeur professionnel, c'est le rêve de 1000 gamins qui gâchent ça par rapport à ça. Et ça, ben, vous y pouvez pas grand-chose. D'accord, on a bien compris. Et donc c'est aussi quelque chose qui doit arriver pour peut-être surtout pour les jeunes avec un petit peu moins d'expérience. Et moi j'avais une question avant d'aller dans les détails. Donc Didier Tolo, vous avez passé évidemment vos diplômes. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les jeunes? Ouais, ce qu'on me dit sur les jeunes quand on passe les diplômes, voilà, on vous apprend à essayer de gérer. Aujourd'hui, un entraîneur, c'est un chef d'entreprise comme n'importe quel chef d'entreprise qui est dans le monde du foot. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous adapter, vous êtes obligé d'avoir des règles. Aujourd'hui, moi, un groupe, c'est pas la kermesse. Ça veut dire que pour emmener un groupe au plus haut niveau, il y a des règles, à respecter. Si vous les respectez pas, ben, vous vous mettez en danger. Et la première règle à respecter, c'est de respecter, pas forcément, à la limite, qui me respecte moi, c'est pas très important, mais qui respecte les autres joueurs du groupe et qui respecte le groupe. D'accord. Donc voilà, donc on est plus sur la notion du respect du collectif plutôt que celle de l'entraîneur. Et le respect surtout du métier qu'on fait. Voilà, je veux dire, quand on est quand même des privilégiés, ça veut dire que vous avez un entraînement par jour, voilà, et vous n'allez pas. Il faut aussi respecter les gens qui bossent à 5 heures du matin et qui gagnent 10 fois moins que nous, ou 15 fois moins que nous, ou 100 fois moins que nous. Je peux poser une question? Oui. Évidemment. Didier, tu penses vraiment qu'il y a des gens, des acteurs du monde professionnel qui font ça, qui font ce métier-là, non pas par passion, mais juste comme ça, quoi, pour prendre un chèque? Je pense aux joueurs, hein, notamment. Je peux te répondre franchement? Oui, bah oui. Je pense que
Écoute, pour être un supporter du PSG, que tu sais bien, Mohamed, je sais que Guillaume Aroy avait témoigné en disant que finalement, le foot, ce n'était que son métier et qu'il n'était pas spécialement un grand passionné de football. Donc, Ah, c'est un autre Non. débat. Pour le coup, c'est un autre débat, Alan. Non, mais aujourd'hui, il y a aussi- des joueurs qui ne regardent aucun match à la télé. Oui. Qui ne regardent, Oui. qui arrivent et qui ne savent même pas contre qui tu joues la semaine d'après. c'est ça. Oui, voilà. Après, voilà, l'idée, c'est aussi la différence entre peut-être regarder 10-15 matchs par semaine et être complètement déconnecté de la vie dans un club. Non, mais moi, vie quand de j'étais football joueur, je ne regardais pas 10 matchs. Je veux dire, je ne vais pas non plus faire le mec qui a regardé 10 matchs. Oui. Mais n'avait pas autant diffusé. Mais t'intéresser au métier, t'intéresser, voilà. Et je dis pas, attention, c'est pas la majorité, mais quand on me pose la question, est-ce qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui prennent un métier comme s'ils étaient, je sais pas, dans l'administration ou n'importe quoi, oui, il y en a qui viennent, qui viennent au matin comme s'ils allaient à l'usine, alors que c'est le plus beau métier du monde. C'est là où c'est une passion et qu'il y a des gamins qui rêvent de ça. Et ça, quelque part, des moments, oui, ça me fait chier. Après, il y a quand même une différence avec l'usine quand on regarde ça, c'est que dans les clubs de foot, il y a une concurrence. C'est-à-dire que si les clubs qui ont des moyens, je dis bien, ils ont deux effectifs et ils peuvent mettre les joueurs en concurrence, ce qui fait que de toute manière, les joueurs sont obligés de rester motivés et intéressés. Mais effectivement, dans les clubs non, mais c'est vraiment pas une majorité. Mais quand on pose, il y a eu un ou deux cas où je pense que des joueurs avaient beaucoup de qualité et qu'ils ont laissé passer beaucoup de chance. Et aujourd'hui, c'est pas le joueur qui a le plus de qualité qui va y arriver, c'est le joueur qui est le plus motivé et qui dans la tête est le plus fort. Oui, alors ça, c'est un peu à l'image de la vie. Mais est-ce que ça t'arrive, toi, Didier, dans ta carrière, de voir justement des gens qui ont beaucoup de talent? Excuse-moi, Mathias, je te prends un peu ton émission. Pas de problème. Qui ont effectivement ce talent-là, mais finalement qui ne le font que parce qu'ils prennent leur chèque, comme on dit, quoi, et ils ne le font pas par passion. Et du coup, est-ce que ça. Encore si c'est des joueurs moyens, ça va, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il y a des joueurs de talent, vraiment de talent, qui font ça? Et de toute façon, ils savent qu'ils ont le talent, ils le font, ça leur permet de gagner leur pain. Mais en fait, ils s'en foutent du football, quoi. C'est un métier comme un autre. Alors, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui aujourd'hui auraient pu faire une autre carrière qu'ils ont faite. D'accord. Voilà, il y a des pour compléter compléter Mohamed, il y a récemment voilà, pour rentrer un petit peu dans les détails, le joueur Hulk, le Brésilien. Oui. Voilà, c'est des mecs qui ont des carrières improbables pour le talent qu'ils ont. Voilà. Après, c'est aussi l'idée que ça peut se comprendre. Enfin, je veux dire, si le joueur, la personne qu'elle est, ne met pas en danger le collectif et ne fait pas n'importe quoi dans le club, mais qu'il est là, on va dire, il est là pour prendre son chèque, quoi, parce qu'il a l'opportunité d'aller en Chine, peut-être d'aller je sais pas où, au Mexique, et qu'il va prendre son chèque, et fais-le, quoi, mon gars. Oui, non, mais si c'est ton objectif. Ça, c'est des opportunités de carrière qui sont compréhensibles. Après faire ou ne pas faire les efforts pour faire une carrière ou pas faire une carrière ou être plus concentré, plus à l'écoute. Voilà, aujourd'hui, chaque joueur a sa personnalité. Quand tu es entraîneur, tu essayes aussi de t'adapter aux personnalités. Moi, j'ai toujours dit que quand tu es entraîneur, tu es le boss sur le sportif, mais tu ne peux pas changer, tu ne veux pas changer la personnalité de tes joueurs parce que entre le joueur et l'homme, il y a une différence. C'est qui serait peut-être possiblement responsable de ça? Peut-être le directeur sportif? Je pense que c'est l'environnement général du joueur. Oui, effectivement, ça peut être aussi les proches. Oui, surtout. Allez, les jeunes, on continue dans les jeunes, on a un petit peu dévié. Moi, j'avais une question bien précise. Alors, c'est pour Alan et pour Didier Tolo. Est-ce que le métier d'entraîneur ne deviendrait pas finalement 2 fois plus compliqué avec les jeunes? J'entends par là qu'on a souvent l'habitude d'entendre qu'un entraîneur dépasse ses fonctions de coach avec des jeunes parce qu'il rentre vachement dans le social, tout ça avec lui. Est-ce que c'est vrai?
Bah, j'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, là où pour revenir sur ce que Didier disait en début d'émission, c'est que aujourd'hui on a des éléments supplémentaires par rapport à il y a 20 ans, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les consoles de jeux qui font que c'est vrai que les jeunes ils ont un mode de vie différent, alors qu'avant peut-être ils sortaient plus avec les copains, ils avaient une vie sociale différente. Donc peut-être qu'il y a cet aspect-là. Après, j'ai toujours tendance à dire que le principal dans la gestion, ça reste l'écoute. L'écoute, être très à l'écoute de ses joueurs, très à l'écoute de l'être humain qui est en face de toi pour pouvoir peut-être mieux comprendre la personne que tu as en face de toi et ainsi peut-être adapter ta façon de communiquer avec cette personne. Voilà. Et peut-être aussi apprendre les jeunes à écouter. Exactement. Didier Tolo, Je crois que le mot le plus important, c'est celui-là. C'est l'écoute. Mais il y a beaucoup de gens, que ce soit dans la vie ou dans le football ou ailleurs, qui ne font pas la différence entre écouter et entendre. Tu peux entendre, mais mais ne pas avoir la capacité mais en entendant, de comprendre tu n'écoutes pas forcément. Et en fait, la meilleure façon de savoir, c'est le que je viens de faire en fait, parce que je vous ai complètement coupé et que ça a coupé. En fait, la meilleure façon de savoir si le message a été bien reçu, c'est presque de demander de répéter ou de reformuler, c'est de s'assurer aussi. C'est aussi notre rôle de s'assurer que le message a été compris. Après, sur le long terme ou sur le moyen terme, l'application du message, ça ne dépend malheureusement que du joueur. C'est à lui de voir s'il prend en compte le message ou s'il décide de passer outre. Et est-ce que Didier, il y a des joueurs qui ont une capacité intellectuelle dans la compréhension tactique moindre que ce qu'un entraîneur souhaiterait? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, mais on est tous plus ou moins limités sur certains domaines, donc on n'a pas toutes les qualités nécessaires, mais ça se remplace par des automatismes, ça se remplace par du travail et voilà, comme à un moment donné, vous apprenez, on dit toujours que quand on apprend à faire du vélo, une fois que vous savez faire du vélo, vous savez en faire toute votre vie, donc ça veut dire qu'il y a aussi des schémas ou des compréhensions tactiques qui sont mises en place par des répétitions. Parce qu'il y en a qui comprennent beaucoup plus. Il y a des joueurs intelligents. Je veux dire, je prends un exemple en équipe de France et aujourd'hui, même si il y en a qui l'aiment et qui l'aiment pas, c'est Didier Deschamps. Aujourd'hui, c'est peut-être pas quelqu'un qui était le plus mis en valeur au niveau d'équipe de France, mais c'était certainement celui qui était le plus important parce qu'il était capable de voir quand il y avait un trou au milieu de terrain, quand il y avait une compensation à faire sur le défenseur central, quand il y avait un pressing à faire pour parler. Donc oui, il y a des joueurs qui ont cette faculté d'être des leaderships sur le terrain. Et justement, Didier, je me permets de te poser une question en tant que, on va dire, fan amateur de football, mais finalement, est-ce que finalement les entraîneurs qui ont joué dans des postes plus reculés, c'est-à-dire plus au milieu défensif ou défenseur, est-ce que ces entraîneurs-là, est-ce que de par leur poste quand ils étaient joueurs, est-ce que ça fait de ces gars-là des meilleurs entraîneurs sur le plan tactique? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Bon, je défends. En même temps, Didier, toi, tu es attaquant. Voilà, je défends ma paroisse parce que je suis attaquant. Moi, non, je suis pas sûr, mais je suis tu pas travaillais sûr. beaucoup sur le terrain quand même. Oui, mais on bossait beaucoup. Mais et moi, j'étais quelqu'un qui en tant que joueur, qui était certainement pas le plus doué, mais qui, à force de répétition et à force de bosser, y est arrivé. Mais je suis pas sûr. Je pense que c'est la réussite, elle est très aléatoire aussi dans ce métier-là parce que il faut que vous soyez là au bon moment avec des bons joueurs, voilà. Si vous arrivez à être au haut niveau, voilà, moi. Je suis arrivé en Suisse où on a gagné 2 finales de Coupe Suisse. On a joué la Coupe d'Europe parce que j'avais aussi un groupe qui était compétent. Et vous pouvez vous retrouver après sur un choix que vous avez fait dans une équipe ou par rapport à un président qui vous a prévu ou dit qu'il allait faire 3 recrues et qu'il ne les fait pas, être en difficulté. Après, tu sais, ce qui est compliqué aussi, moi, pour ma part, dans mon expérience, c'est aussi tu prépares ton équipe et puis tu as un début de championnat avec un calendrier très compliqué. Tu lances ton équipe sur une mauvaise dynamique et derrière, les mauvais résultats s'enchaînent. Donc, c'est aussi cette part-là qui est importante, c'est-à-dire un peu la part de chance, la part de psychologie. Ouais, qui peut te mettre bien ou pas, quoi.
Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui tue un petit peu enfin, c'est ce que je pense, hein, ce qui tue un peu les entraînements, et là, c'est d'avoir des routines. Aujourd'hui, un joueur de football, il faut qu'on le sorte de la routine. Ça veut dire que vous faites un décrassage, vous faites une mise au vert, vous faites un système d'entraînement, et je pense que surprendre les joueurs fait qu'aujourd'hui, vous les mettez en éveil. C'est très intéressant cette phrase et je me suis permis de la noter. Ce qui tue les entraînements, c'est la routine. Voilà, pour le coup, c'est très clair. On a parlé de travail. Alors, on a parlé de travail et il nous reste un tout petit peu de temps. Moi, juste, on va prendre ce petit temps-là pour méditer autour d'une petite réflexion. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire travailler la vision du jeu un petit peu et surtout la technique du joueur. Alors ça, on le voit surtout dans les pays de foot, hein, les pays hispanophones. Mais ça s'implante un petit peu quand même en France, voilà. Et Iniesta disait, plus jeune, on n'a jamais dribblé des cônes, des cerceaux, etc. Parce que le foot, c'est aussi duper l'adversaire. On a entendu Didier Tolo dire, voilà, jouer les entraînements, tout ça, avec des mannequins, par exemple. Mais justement, je vais aussi peut-être défendre Didier Tolo sur ce point-là, mais est-ce que faire un travail isolé, donc quand j'entends travail isolé, c'est aussi tout ce qui est travail, cône, enfin peut-être moi c'est ce que j'entends par là, hein, c'est cône, cerceau, c'est mannequin, et ben ça c'est aussi une façon de développer l'imagerie mentale, non? Ouais, c'est assez complexe quand même. Je veux dire, quand moi je mets les mannequins, c'est simplement pour un déplacement collectif. Aujourd'hui, c'est dans l'anticipation aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre une action en surprenant l'adversaire. Donc, surprendre l'adversaire, c'est pas forcément éviter, c'est éviter le contact. Et je pense que le ballon va plus vite que le joueur. Donc, c'est d'être en permanence dans des zones libres. C'est-à-dire de pouvoir, c'est un pouvoir de se déplacer entre les adversaires et de se déplacer face au jeu adverse et non Ouais, pas oui, voilà. dos au jeu adverse. Donc, oui, c'est un travail qui est fait. Bon, le travail de Barcelone, il est fait de taureaux, mais c'est pas des taureaux pour dire bon, t'es 6 contre 2, tu chambres le mec au mieux. C'est d'être toujours dans l'intervalle, d'être toujours bien placé, d'être toujours disponible pour l'adversaire, pour le partenaire, pardon, et de donner des solutions au porteur du ballon. Donc, c'est ça qui est le plus important dans le Ouais. football. Et moi, je me permets, Didier, de rebondir là-dessus. Je suis pas entraîneur professionnel, hein. Je suis amateur, bien évidemment, j'ai joué au foot. Par contre, effectivement, et j'en parlais déjà sur Blabla Foot, je trouve qu'il y a une science du football que ont certains et que d'autres n'ont pas. Je parle des joueurs, effectivement, tu as parlé du Barcelone, de Iniesta et compagnie. Il y a la science du placement, la science d'être dans l'intervalle, bien évidemment, mais il y a même ça va même beaucoup plus loin, c'est-à-dire c'est la manière même de pouvoir contrôler ton ballon, de faire ton contrôle orienté, ou même de mettre ton ballon dans la course de ton coéquipier. Parce que d'une manière, enfin, ça a l'air bête, mais c'est vrai qu'un coéquipier à qui tu donnes le ballon dans le pied ou devant lui ou juste derrière son pied, ce n'est du tout pas la même chose. Et effectivement, cette philosophie-là, c'est des philosophies que moi, je remarque en tant que spectateur du ballon rond, de dire qu'il y a certains entraîneurs, certaines équipes et certains joueurs qui ont cette philosophie ou cette science même qu'ils l'ont acquise soit naturellement, soit Oui, par répétition, bien évidemment. Et l'exemple parfait pour moi, effectivement, c'est des joueurs comme Iniesta, Xavi et oui, compagnie. voilà, je pense aujourd'hui que la France s'est un peu trompée, dans la formation à un moment donné. Oh, c'est même pas un peu, hein, à mon avis. Ouais, Hein. mais On peut carrément le dire. Hein. parce qu'à un moment donné, il fallait pour être joueur professionnel que tu sois costaud, que tu sois grand, que tu fasses un Cooper de 3006, alors que les Espagnols ont mis en place des joueurs des petits gabarits qui se déplaçaient, qui faisaient pas. Voilà, t'as pas besoin de faire 3600 mètres au Cooper si tu te déplaces bien, si tu es intelligent dans le jeu, si tu es face au jeu, si tu es toujours dans l'intervalle. Si dans ta première touche, tu vas vers l'avant au lieu d'aller vers l'arrière, c'est plein de choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a un petit peu de mal à comprendre en France. Ça s'acquiert oui. aussi avec l'observation. Et après, on va conclure. Ouais. Je vais te parler de mon expérience d'arbitre. C'est-à-dire que moi, j'ai arbitré beaucoup plus haut que j'ai joué. C'est-à-dire que j'ai arbitré jusqu'en DH et j'ai même arbitré une fois la CFA de Rouen à la touche.
Mais après, quand on fait pas mal d'années d'arbitrage et qu'on revient sur le terrain, eh ben, on a progressé parce qu'on a beaucoup observé des joueurs qui étaient plus forts. Donc, Bah je oui. pense qu'il y a aussi beaucoup d'observations et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à son sport. Mais un arbitre, je veux dire, c'est comme si tu mets un joueur de football sur un terrain de tennis, il a la notion de l'espace, il a la notion de quelque chose. Le fait de se déplacer, même en tant qu'arbitre, je veux dire, quand tu es coach, tu sais forcément où aller plus vite pour être bien dans l'action. Et pour un attaquant, c'est exactement pareil. Un attaquant, c'est pas de faire la course la plus vite, c'est pas de faire le sprint le plus fort, c'est de faire appel contre appel, d'être là au bon moment, de visualiser le moment où le ballon va arriver pour la mettre au fond. Merci messieurs. On va tout de suite conclure avec. C'était très intéressant en tout cas. On va tout de suite conclure avec le petit rituel qu'on a aussi en fin d'émission. Je vais demander à Didier Tolo et à Alan de donner, et à Mohamed aussi, pourquoi pas, de donner 3 mots pour décrire votre football à vous. Didier Tolo, je vous laisse commencer. 3 mots. Plaisir. Le même. Ah ouais. La gagne. Parce que si tu n'as pas la gagne sans le plaisir, ça ne sert à rien. Et humain. Ok. Ce sont 3 beaux mots. Et ce qui est marrant, c'est que c'est assez à l'opposé de ce que nous disait Jean-Marc Nobilo il y a 2 semaines. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Mohamed, tes 3 mots. Ah bah, moi, il y a science, football, plaisir. Je t'ai demandé 3 mots pour définir ton football, tu m'as dit football. Bah oui, mais parce qu'en fait, comme je peux pas faire science du football, donc je fais science, football et plaisir. Ok, Parce bon, que il je est pense malin. Non, mais je pense sincèrement qu'il y a une science du foot qu'on peut apprendre, qu'on peut avoir naturellement, mais qu'on peut apprendre aussi. Ok, Alan, tes 3 mots. Bah, Et ensuite, on va... c'est pas forcément des mots de coach, ça peut être des mots de spectateur ou des mots d'arbitre, mais l'humilité, c'est important, effectivement, le plaisir, l'humilité et puis l'émotion. Voilà. Eh bien, émotion, ce sera le mot qui va conclure cette émission. En tout cas, vous avez tous eu des mots de football ce soir, c'était passionnant. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir malgré le petit problème technique qu'on a eu. On l'a oublié, ce problème technique. Pas de problème. Moi, je vous remercie énormément d'avoir été présent ce soir. Didier Tolo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, pour les années à venir et cette année, peut-être de retrouver un club, pourquoi pas? Oui, mais c'est un choix personnel là. Aujourd'hui, Oui, c'est un choix. Voilà. aujourd'hui, je suis redescendu sur Bordeaux. Je suis en train de faire construire. J'ai pas trop vu mes enfants, donc je pense qu'il y a des priorités dans la vie. Voilà. Donc là, et puis au mois de septembre, on va regarder. Et puis voilà, on sait qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et on verra si on les prend ou pas. Parfait. De reprendre du temps avec votre famille, c'est aussi important. Oui. Alan, on te souhaite de continuer sur Blabla Foot également. Moi, j'apprécie beaucoup à chaque fois que tu interviens. En tout cas, les 2 fois où tu es intervenu dans le Café Crème, c'est un plaisir. Je suis très content de t'avoir invité. Moi, et si à Charleroi, ils cherchent un entraîneur, tu peux toujours me. Écoute, ils ont changé d'entraîneur cette année, donc ils démarrent avec un nouvel entraîneur. Reste attentif parce que voilà, c'est pas évident de remplacer Felice Mazzu qui était l'entraîneur. Ouais, je sais. C'est pour ça que je dis ça. et je crois qu'Alan a le bras long en plus. Non. Mais si, c'est vrai, il est modeste, mais sincèrement, il a les bras longs. Ouais, allez-y, faites l'émission aussi, terminez là. Merci beaucoup Didier. Allez, un plaisir. Je vous remercie. Franchement, c'était un plaisir, Didier. Merci vraiment. Merci vraiment. Vraiment. Merci pour le Didier premier Tolo but contre le Milan AC il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais. Et d'ailleurs, Didier, comment tu l'expliques la différence entre les résultats en Coupe d'Europe et les résultats en championnat? On va terminer demain. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. On était si mauvais en championnat que la bouée de sauvetage, c'était ça. Et puis, voilà, pour les amateurs du match de Milan, c'est Lisa qui, à l'échauffement, nous dit mais ils nous prennent vraiment pour des pipes. Et voilà, ça nous a galvanisés. Et puis voilà. Moi, j'ai mis le plus vilain but de ma carrière, mais c'est celui-là où on me parle tout le temps. C'est clair. Ah bah oui, c'était celui-là qu'il fallait, qui lance tout le truc. On se retrouve demain pour le podcast sur Spotify. On a l'habitude de poser moi toutes les questions. Posez à nous plutôt toutes les questions que vous voulez sur le hashtag Le Café Crème et le hashtag BlablaFoot. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis voilà, moi je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était très sympa. Au plaisir, Didier. Merci Didier. Allez, bonne soirée tout le monde. Bon courage pour toi, Alan, et pour vous, Didier. Bonne soirée à vous. Et puis à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Salut.